avant que je ne finisse de prendre les produits pour faire un contrôle médical et avoir la confirmation des médecins que je peux reprendre totalement le combat et retourner au pays. Je compte faire une tournée au niveau de la diaspora, mobiliser la diaspora guinéenne encore, les informer parce que je suis aujourd'hui un symbole vivant des atrocités, mais aussi de la volonté de confiscation du pouvoir qui se trouve être en cours au niveau du pays. Donc, pour une fois encore, je ferai le mieux que possible. Et au-delà aussi, je vais continuer aussi à sensibiliser davantage, à interagir, à communiquer avec ceux qui sont aujourd'hui avec le CNRD. Moi, je considère aujourd'hui les Guinéens, qu'en soit dans la gouvernance actuelle ou en dehors, c'est-à-dire opposés à la gouvernance, comme tous des prises d'otages d'une machine de répression et d'une machine de conservation du pouvoir qui est mise en place. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci pour votre fidélité. On prend maintenant la direction de la Guinée, ou plutôt de Dakar au Sénégal, pour rencontrer un homme qui est le symbole du climat de terreur qui règne aujourd'hui en Guinée sous le régime militaire qui est aux affaires depuis septembre 2021. En février dernier, il a été enlevé chez lui, torturé et puis jeté dans une brousse. Il vient à peine de s'en remettre et c'est la toute première interview qu'il accorde à un média. Il s'appelle Abdoul Sako et il est le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée, une coalition d'organisations de la société civile. Nous avons le plaisir de vous recevoir, Monsieur Sako. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher, bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Après la violente agression dont vous avez été victime, comment vous portez-vous? Aujourd'hui, je me porte assez mieux, malgré vraiment la rage et aussi le degré de la violence de la part de mes ravisseurs qui s'étaient abattus à la fois sur moi, mais aussi sur ma famille et mes voisins. Et je peux dire aujourd'hui la scène de solidarité qui a été, comment dirais-je, celle manifestée aussi bien de la part de mes compatriotes de façon générale, mais aussi de la part des partenaires, et me permet aujourd'hui davantage, bien que les séquelles sont encore existantes, mais je vais beaucoup mieux avec un sentiment reconforté, un sentiment de devoir à accomplir quant à la poursuite du combat avec beaucoup plus de vigueur encore. Mais au-delà de cela, psychologiquement, quand je pense aujourd'hui, tout ce que j'ai été victime, j'ai subi, je pense aujourd'hui qu'il y a encore des Guinéens qui sont portés disparus. Il y a des Guinéens qui sont emprisonnés. Abdoul Sako, on en viendra, on va y aller progressivement. On revient sur ce que vous avez vécu. Je rappelle que vous avez dû être exfiltré de la Guinée pour venir vous soigner à Dakar. Racontez-nous un peu comment tout ceci s'est passé. D'abord, quand les ravisseurs vraiment appuyés en treillis, il faut le noter bien, il faut le préciser. Ils ont l'accoutrement des forces spéciales du pays, donc ce qu'on appelle la garde présidentielle. Ils sont venus à bord d'une dizaine de véhicules non immatriculés. Et à la suite de cela, comme je l'ai dit, la scène de solidarité manifestée par la grâce de Dieu, j'ai été abandonné en pleine brousse à 100 km de Conakry, non loin du camp d'entraînement des forces spéciales qu'on appelle camp 66 vers Fouré-Caria. Et du coup, quand j'ai été admis le lendemain soir vers 17h au niveau d'une clinique, vers 17h, les avocats ont constaté que le procureur s'est déplacé pour venir au niveau de cette clinique. Dit-il qu'il était venu pour des consultations, mais à ce pareille heure, ça trouvait un peu de paradoxe dans la mesure où, depuis que l'acte s'était passé, malgré les efforts des avocats, le procureur et l'appareil judiciaire ne s'est bougé d'un iota. Alors, sur la base de cela, il a été décidé, comme ne sachant pas d'abord quelles sont les motivations
jusqu'où ils veulent aller et que l'État reste vraiment silencieux absolument là-dessus malgré la pression. Les avocats, la famille, mes partenaires ont décidé à ce que je puisse être admis à un lieu secret en attendant les possibilités de me faire sortir du pays. Donc j'ai poursuivi le traitement ambulatoire avec seulement l'accès de madame et un avocat parmi le collectif des avocats, ensuite et homme des partenaires pour des besoins et d'informations. Voilà comment ça a été et du coup, au bout d'un mois, des stratégies ont été trouvées, coordonnées avec des partenaires aussi avec les organisations de défense des droits de l'homme et mon organisation d'origine, le Forum des forces sociales de Guinée. J'ai pris parfois par véhicule, mais parfois par moto et difficilement parfois sur le dos de quelqu'un qui me faisait transporter pour quitter le pays. Ainsi, je me suis retrouvé à Dakar. Les soins ont continué et parfois encore en combinaison avec la Tunisie aussi. Et voilà comment c'est aujourd'hui. J'avais des problèmes et beaucoup plus aussi au bout de 2 mois de traitement. Les problèmes persistaient au niveau cervical, mais aussi des douleurs musculaires, surtout les membres supérieurs qui s'étendaient un peu vers les côté droit. Mais aujourd'hui, avec les séances de rééducation terminées et également les séances de kinésithérapie au niveau cervical aussi ont été interrompues et je suis maintenant à même, dans une certaine limite du possible, à mener mes actions avec recommandation du médecin de poursuivre la prise de quelques produits et au bout d'1 mois et demi, on fera un contrôle au niveau de la neurochirurgie qui sera suivi d'un bilan général. Il vous a donc fallu 6 mois pour vous remettre, pour sortir encore la tête de l'eau. Je rappelle que vous avez publié un communiqué pour annoncer votre retour il y a quelques jours. Vous avez été sérieusement molesté, tabassé après avoir été enlevé à votre domicile dans la nuit du 19 février 2025. Qu'est-ce que vous avez eu exactement après cette séance d'agression ? Ce qui est encore plus difficile, comme je l'ai dit, c'est le silence total de l'État. Et que vous imaginez, en plein centre-ville de Conakry, que mes ravisseurs puissent prendre plus de 45 minutes en ayant dérangé tous les voisins, commencer d'abord à molester les voisins pour rechercher où je suis exactement. Pendant plus de 45 minutes. Des voisins ont alerté la gendarmerie. Ils ont alerté la police. Sauf seulement quand les ravisseurs sont partis, au moment où ils sortaient du couloir, c'est au moment où la gendarmerie venait. Ils n'ont pas daigné poursuivre ces ravisseurs qui étaient venus me chercher. Donc le silence observé par l'État autour de cela me dit aujourd'hui, au-delà des préjugés ou des sentiments qu'on avait quant au rôle déterminé des autorités de la transition. Abdoul Sako, on en viendra. Je voudrais savoir exactement, on a appris que vous avez eu des pieds cassés, on a brisé vos membres, des côtes cassées, on a la chance de vous avoir. Qu'est-ce qui vous est arrivé concrètement? D'abord, il faut commencer. C'est à partir de la maison qu'on m'a giflé, terrassé et me lier les 2 mains au dos, me faire sortir pieds nus, commencer d'abord à brutaliser ma pauvre maman qui était là, qu'ils ont jeté dans la cuisine et du côté de la cuisine. Et en plus, ma petite fille qui n'avait pas encore 11 ans, ma première fille qui a été mise aussi à terre, y compris ma petite sœur qui est avec et moi. Donc, c'est dans ces conditions de brutalité inouïe que j'ai été sorti de la maison et cagoulé pendant tout le temps, admis à 3 lieux de détention, de torture et des conditions inhumaines avec la technique de l'eau qu'on mettait sur le visage pour m'étouffer. Et à chaque fois que je m'étouffe, je m'évanouis, on me laissait d'abord du temps et reprendre. Donc j'ai été molesté, frappé des mains sur le dos. Bien Dieu aidant, je n'ai pas eu de pieds cassés, c'est vrai. J'ai eu vraiment au niveau de tous les 10 doigts
au niveau des ongles qui ont été totalement, comment dirais-je, du sang au niveau des ongles des 10 doigts, les poignets pendant près de 3 semaines. Je ne pouvais rien faire à partir de ces 2 mains. Donc, c'est le corps, les 2 mains. Et après, maintenant, au niveau de la neurochirurgie, il a été admis que j'ai eu aussi des coups pendant mes séances de perte de connaissance au niveau du cou, d'où 3 niveaux de nerfs au niveau cervical avaient été affectés. Donc, pendant tout ce temps, c'était la réanimation et la stimulation au niveau au niveau cervical, donc au niveau du cou qui s'étendait à la tête vers le visage en termes de douleur. Voilà globalement que c'était des blessures partout sur le dos, des blessures au niveau des mains, des œdèmes au niveau des doigts et tout quoi. Voilà la situation. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, les douleurs ont considérablement baissé. Et comme je l'ai dit tantôt, les séances de rééducation au niveau cervical, mais aussi au niveau des membres supérieurs, ont pris fin pour le moment. Que vous reprochez exactement vos ravisseurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés vous enlever de la sorte et vous torturer comme il a été le cas? Dans un premier temps, c'était des tentatives d'être cerveau d'un groupe qui déstabilise le pays. Ensuite, mes prises de position contre, le régime dit-on. Et surtout, mon entêtement à ne pas mettre mon intelligence et mes compétences à des postes de responsabilité à la junte. Donc, c'était globalement les reproches, mes liens aussi éventuellement avec les entités politiques du pays. Et ensuite, bien entendu, mes dénonciations, selon eux, intempestives sur les questions de détournement, sur les questions de prévarication des ressources publiques, mais aussi des arrestations arbitraires. Voilà tout le temps des séances de torture aussi et d'audition. Ce sont ces propos qui venaient avec des injures vraiment de toute nature. Je rappelle que vous êtes jusqu'à présent le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée, donc une coalition d'organisations de la société civile. Est-ce que ça veut dire que la junte de Mamadou Doumbouya vous a proposé d'intégrer le régime pour occuper des postes de responsabilité? Vous avez refusé. Mais ça depuis le départ, et à tout moment. Et je ne peux pas quand même nier cela. J'ai eu des propositions et parfois même avec le libre choix de dire ce que j'aurais souhaité. Mais j'ai toujours dit que je ne me sens pas, à même d'être à l'aise dans un régime transitoire. Et pour le moment, je n'ai pas opté pour changer de posture de la société civile vers la gouvernance. Donc, il n'est pas question de taille d'un poste ou du niveau de responsabilité. C'est une question de principe pour le moment et j'ai décidé de servir la nation pendant cette période de la transition et probablement au-delà, en étant au niveau de la société civile, en étant au niveau de mes initiatives privées personnelles. C'est l'option. Donc, une fois encore, depuis le coup d'État du 5 septembre, il n'y a pas eu de proposition qui a manqué. C'est vrai, certains considèrent cela comme de l'orgueil ou de la prétention de ma part, parce que même les ravisseurs aussi me tenaient à ça. Si toi, tu ne veux pas être ministre, c'est soit qui sait ce que tu veux être dans ce pays-là. Après ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez intenté une action devant les juridictions guinéennes pour avoir justice et que les commanditaires et les exécutants de cet acte de barbarie soient retrouvés et punis? Je vous avoue bien avant même, ce que je vais vous dire bien avant l'acte, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'était le 11 mars 2023 où la première tentative de mon enlèvement a été perpétrée. En pleine journée où des gendarmes ont fait irruption à bord de mon véhicule, ils ont pris le contrôle du véhicule. Ils nous ont conduits à la gendarmerie régionale de Conakry, ici dans Dixie.
et ensuite de là à la Direction nationale des investigations judiciaires de la gendarmerie, où on a passé toute une journée. Celui qui me conduisait a été libéré, moi je suis resté là, mais avec la pression des religieux, des forces vives, des populations, toutes catégories confondues. Vers 22h, on m'avait relâché pour revenir. Pendant 2 semaines, je tournais sans pour autant qu'on me dise pourquoi on m'a arrêté et sans même que ça soit judiciarisé. Donc, et à la suite de ça, et les menaces ont continué, surtout vers la fin de 2024. À partir de juillet 2024, les menaces ont continué. Arrivé janvier 2025, avec les menaces très persistantes à visage parfois découvert sous forme de conseils parfois dire préserve ta vie, on a porté plainte contre X au niveau du tribunal de première instance de Ratoma. On a constitué des avocats qui ont régulièrement porté plainte. Mais à partir de là-bas, le procureur n'a bougé d'un seul doigt pour répondre à nos préoccupations, même nous recevoir pour nous auditionner. Ça, c'était en janvier. Et 19 février, cette situation est tombée. Et les avocats sont repartis encore vers l'État, mais jamais aucune porte n'a été ouverte devant eux, ne serait-ce même pour avoir des interlocuteurs, pour les écouter, à plus forte raison, m'auditionner. Voilà alors la situation. Alors, après tout, Abdoul Sako, est-ce que vous ne vous estimez pas chanceux dans cette affaire quand on compare avec les cas de notre confrère Habib Marwan Kamara qui a été enlevé jusqu'à présent, on ne sait pas où il est, dans cette Guinée actuellement de plus en plus dangereux pour les journalistes et les défenseurs des droits humains. On peut aussi parler du cas de Fonike Mengue ou Biloba, qui sont tous du FNDC. Quand vous comparez à ces cas, est-ce que, après tout, vous ne vous sentez pas heureux d'avoir la vie sauve? Honnêtement parlant, c'est pour cela, dans mon message d'abord à la nation et à toutes les catégories, c'est une gratitude envers Dieu, mais aussi envers la scène de solidarité que j'ai bénéficié. Je peux dire que malgré les tortures, les blessures, la douleur aussi dans la chair, mais aussi la violence que ma pauvre maman, ma fille, ma famille a subi, je peux dire que je suis censé. Ce que vous ne savez pas aussi, c'est toute catégorie d'ailleurs. Vous savez qu'il y a un parolier qui a été enlevé parce qu'il n'a pas, il est supposé être flatteur des cadres de l'ancien régime. Vous savez qu'il y a un expert millier aussi qui a disparu. Donc, pour vous dire une fois, quand je vois toutes ces disparitions des personnes connues et anonymes aujourd'hui, oui, je dirais bien entendu que, en bon croyant, que Dieu est venu au secours à travers les prières et les appuis, la solidarité des compatriotes, mais aussi des partenaires, des médias, et au niveau national comme à l'international. Vous vous trouvez désormais à Dakar au Sénégal, d'où vous avez annoncé que le combat va se poursuivre. Déjà le 21 septembre prochain, les Guinéens sont appelés à une consultation référendaire pour dire oui ou non s'ils sont d'accord avec la nouvelle constitution que proposent les autorités guinéennes. Quel est votre avis à propos de ce référendum? Par rapport à la situation, d'ici que mon rendez-vous médical d'1 mois et demi arrive, on ne sera pas tranquille. Mais quand vous parlez de référendum, je pense qu'il y a simplement un processus de conservation du pouvoir qui se trouve être là. Nous, vous parlez du retour à l'ordre constitutionnel, donc d'élection. Il y a des paramètres qui sont indiscutables. Lorsque le cadre légal n'est pas partagé, n'est pas consensuel entre les parties prenantes, lorsque vous avez un fichier électoral qui a été conçu avec les mineurs jusqu'à 10 ans, lorsque vous avez un organe de gestion des élections qui est totalement absorbé par une administration publique partisane qui prend des positions et qui s'érige en adversaire contre les acteurs politiques, je pense qu'il serait vraiment de très mauvaise foi de parler d'un processus électoral. Donc il n'y a qu'un processus de fixation du pouvoir qui est en cours en Guinée. Il n'y a pas autre manière d'appeler que cela. Comment est-ce que vous comptez mener le combat depuis l'exil? Vous êtes quand même le coordonnateur du Forum des forces sociales de Guinée, donc cette coalition de la société civile qui estime que la transition a été dévoyée par le régime de Mamadou Doumbouya.
Je vous assure que ce n'est pas une question d'estimation qui est trouvée là, c'est une question de fait, c'est une question de contradiction absolue avec la vocation prise de par les engagements, mais aussi la charte de la transition elle-même. Donc on n'est plus dans un stade de sentiment ou dans un stade d'estimation, c'est un stade de fait à apprécier. Donc d'abord, je ne me considère pas pour le moment en exil, même si les débats continuent entre les parties, mais les conseils, la famille et les amis. Et au bout de ce 1 mois et demi, je compte rentrer après la consultation. Mais de toute évidence, le combat va continuer. Comme je l'ai dit tantôt, avant que je ne finisse de prendre les produits pour faire un contrôle médical et avoir la confirmation des médecins que je peux reprendre totalement le combat et retourner au pays. Je compte faire une tournée au niveau de la diaspora, mobiliser la diaspora guinéenne encore, les informer parce que je suis aujourd'hui un symbole vivant des atrocités, mais aussi de la volonté de confiscation du pouvoir qui se trouve être en cours au niveau du pays. Donc, pour une fois encore, je ferai le mieux que possible. Et au-delà aussi, je vais continuer aussi à sensibiliser davantage, à interagir, à communiquer avec ceux qui sont aujourd'hui avec le CNRD. J'estime qu'il y ait aujourd'hui en Guinée, bien entendu, il faut comprendre. Certains sont frappés par la fragilité financière, sanitaire et sociale que le régime est en train d'utiliser contre eux. Mais il y a aussi des hommes, aussi bien en tenue que des civils, qui sont aujourd'hui, malgré et peut-être par manque d'informations, peut-être par ignorance, mais peut-être aussi par contrainte. Donc moi je considère aujourd'hui les Guinéens, qu'en soit dans la gouvernance actuelle ou en dehors, c'est-à-dire opposés à la gouvernance, comme tous des prises d'otages d'une machine de répression et d'une machine de conservation du pouvoir qui est mis en place. Face à la situation que vous dénoncez, que vous décrivez en Guinée, est-ce que vous ne vous sentez pas abandonné par la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui paraît très complaisante avec le régime de Mamadi Doumbouya? Non, je vais vous dire quelque chose. Et c'est vrai, nous respectons dans une certaine limite du possible la communauté internationale. Donc, les partenaires dans leur vocation de défendre leurs intérêts. Mais le plus important pour nous, c'est que le peuple de Guinée doit savoir qu'il ne s'agit pas de compter sur une communauté internationale quelconque pour sortir, s'il faut, des griffes de cette machine de répression mise en place sur le pays, mais aussi pour son développement. La CEDEAO, je vous avoue que je pense que la CEDEAO a raté sa vocation quant au volet gouvernance, mais aussi volet droit de l'homme. Nous ne pouvons pas compter sur la CEDEAO. Je considère la CEDEAO aujourd'hui comme un vieux lion qui n'a plus de dents. Vous prévoyez retourner en Guinée? Est-ce que la famille va vous laisser y aller, étant donné ce que vous avez vécu? Est-ce que franchement, Abdoul Sako, ce n'est pas aller au suicide? C'est vrai, la famille n'entend pas ça du tout. La famille ne veut pas du tout même que cela soit évoqué. Surtout ma maman qui a subi les faits, mais aussi les enfants. Mais tout compte fait, et comme je l'ai dit aux collègues, c'est de voir ensemble quelles approches, quelles sont les mesures de sécurité qu'on pourrait prendre à ce que le retour soit fait. Et nous apprécions cela, nous mettons les différentes hypothèses pour au bout de ces 1 mois et demi que j'ai pour la suite du traitement. Nous allons apprécier les hypothèses et j'aurai une oreille attentive à ce qu'ils disent avec mes arguments aussi. Et j'en suis sûr que nous allons nous entendre. Abdoul Sako, honnêtement, est-ce que vous avez, quand je dis vous, c'est aussi bien la société civile et l'opposition qui estime que Mamadi Doumbouya a installé une sorte de dictature en Guinée, est-ce que vous avez une chance de faire changer les choses dans le pays actuellement? C'est vrai, lorsque le régime pense que la démocratie, les principes démocratiques sont contraires à notre histoire et à nos valeurs, ce qui est absolument de l'ignorance, mais aussi de la mauvaise foi. Et c'est vrai, à pareille circonstance, on peut se poser la question, comment ceux qui n'ont d'instrument que la loi et
les conventions, peuvent lutter contre quelqu'un qui n'a que les armes et la force, la terreur en ses mains. Mais le plus important, nous savons que chaque jour qui passe, le peuple de Guinée est en train de comprendre que cette gestion doit changer et que le peuple doit retrouver le cadre normal. C'est le plus important, y compris des partisans du CNRD. La preuve est que tellement que le pays est à terre économiquement, vous êtes sans savoir que même si vous avez de l'argent aujourd'hui, ça fait près de 3 mois, le pays est en crise de liquidité, même si le gouverneur de la Banque centrale dit que c'est une crise de biais. Mais l'essentiel est que les gens, même s'ils ont l'argent en banque, ils ne peuvent pas avoir. Il y a un seuil qui ne touche pas, qui ne dépasse pas 300 000 francs CFA par jour, que les gens, quel que soit l'argent que tu as en compte, que tu peux avoir. Donc, tous ces ingrédients réunis aujourd'hui prouvent à suffisance que nous ne luttons pas contre des personnes. Nous ne nous battons pas pour des questions personnelles. Nous nous battons pour des faits. Nous battons parce que nous savons que le boulanger ne peut pas faire le travail du chirurgien. Et le chirurgien ne peut pas faire le travail du magistrat. Le magistrat non plus ne peut pas faire le travail de l'ingénieur. Raison pour laquelle nous invitons davantage le peuple tous les jours qui passent. Ça, ces faits témoignent pour nous et ces faits concourent pour davantage mobiliser la population autour du combat. Et nous sommes certains qu'à l'allure, le peuple va prendre la responsabilité à main. Et quand je dis le peuple, y compris ceux qui ont le bon sens et le sens de responsabilité avec un minimum de fibre de patriotisme au niveau de la gouvernance. En tout cas, merci infiniment à vous, Abdoul Sako, de vous être prêté aux questions d'Enjeux d'Afrique. C'est la toute première interview que vous accordez après ce rétablissement. Vous annoncez que le combat se poursuit. Vous annoncez même votre retour en Guinée. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois. Je réitère toute notre reconnaissance à l'endroit des médias au pluriel. Merci infiniment. Merci vraiment. Merci également à vous, chers amis internautes d'Enjeux d'Afrique, d'avoir suivi cet entretien. Je vous annonce que nous allons désormais tourner le regard vers la Guinée pour suivre un peu le développement de la situation politique. Un référendum est annoncé pour le 21 septembre prochain, suivant des élections présidentielles et législatives. Nous allons donc suivre la situation politique qui est de plus en plus tendue au pays de Mamadi Doumbouya, le général. Merci de nous avoir suivis. Restez donc fidèles à votre chaîne.